Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre documentaire de finance préféré Inside the Finance World. Dans cette série, nous plongeons au cœur de la finance pour vous clarifier et vous présenter ce qui se cache réellement derrière chaque profession. Si vous voulez plus de renseignements sur le projet, je vous invite directement à aller consulter notre page Instagram Inside the Finance World. Aujourd'hui, nous sommes pleinement dans la finance de marché. Et c'est pour cette raison que nous accueillons Théo Colombani, portfolio manager au sein de la société Mandarine Gestion. Bienvenue Théo, nous tenons à vous remercier pour le temps que vous nous accordez. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter également la société dans laquelle vous exercez Mandarine Gestion? Bonjour à tous et merci de l'invitation. C'est un plaisir de collaborer avec vous pour ce projet. Alors moi, je m'appelle Théo Colombani, je suis gérant de portefeuille Action Internationale depuis fin 2020, début 2021 chez Mandarine Gestion. J'ai fait une école de commerce en 5 ans à l'ISX School of Management à Paris. J'ai fait 2 ans de master finance de marché spécialisé et j'ai commencé en tant qu'analyste, puis j'ai été promu gérant quelques années après. Alors, Mandarine Gestion, c'est l'un des principaux gestionnaires d'actifs indépendants français. C'est un gérant de conviction et on offre des fonds d'investissement qui sont gérés activement et qui se déclinent sur différentes classes d'actifs cotés, comme les actions, les obligations et aussi multi-actifs. L'objectif, c'est de proposer à nos clients des solutions d'investissement qui sont innovantes et diversifiées et qui contribuent au financement durable de l'économie. Eh ben, merci Théo pour cette présentation. Pour qu'on comprenne encore mieux votre rôle au quotidien chez Mandarine Gestion, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement en quoi consiste votre métier au quotidien? Quelles sont les tâches qui vous sont attribuées d'une certaine manière? Alors oui, il y a trois activités majeures qui constituent notre quotidien en tant que gérant action. Tout d'abord, il y a un aspect vraiment de recherche fondamentale. C'est la rencontre avec les entreprises, c'est de l'analyse financière, c'est on participe à des conférences, que ce soit en France, en Europe ou à l'international, au Japon, aux États-Unis. On va vraiment rencontrer des managements des sociétés pour comprendre leur vision, leur stratégie à moyen terme et à court terme. Il y a une deuxième partie du métier qui est la construction et le suivi du portefeuille. Donc ça va être plutôt tout ce qui est gestion des risques, diversification, suivi des news au sein du portefeuille. Donc tous les jours, il y a des news, que ce soit macro ou microéconomique. Donc ça va nous mener à prendre des décisions d'investissement au quotidien. On va pouvoir faire des arbitrages, c'est-à-dire choisir une société ou une autre au sein du portefeuille et avoir globalement un suivi des risques au sein du portefeuille. Et la troisième partie, c'est la partie plutôt commerciale, où on accompagne ponctuellement les équipes commerciales pour présenter les fonds, nos stratégies d'investissement et expliquer aussi nos performances à nos clients et nos partenaires. Pour résumer globalement, en fait, notre métier, c'est de transformer un flux d'informations qui est permanent, quasiment permanent et quotidien, en décision d'investissement sur les actions, tout en respectant un cadre et un processus de gestion qui est défini et encadré. Et bien sûr, l'objectif final, c'est de générer la meilleure performance possible pour nos clients. Ok, ça marche. Alors là, je vais être honnête un peu avec vous. À première vue, là, quand on vous entend, ce métier, il a l'air assez exigeant et assez complet. Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a donné envie finalement de vous orienter vers la gestion d'actifs plutôt qu'un autre domaine de la finance, qui est un domaine assez large finalement? Oui, alors dans notre métier particulièrement, moi, ce que j'aime beaucoup et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on apprend tous les jours. C'est un métier qui oblige à rester curieux, d'être à la pointe de ce qui se passe dans le monde entier. Le monde, il évolue extrêmement vite, hein, on le voit aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, ça évolue extrêmement rapidement. Et donc, on ne s'ennuie jamais, il faut toujours être dans l'air du temps, comme on dit. Donc ça, c'est vraiment une phase du métier que j'aime beaucoup. Il y a aussi la dimension stratégique. C'est un peu comme j'aime bien la métaphore du jeu d'échecs. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur ce qui peut se passer. On construit des scénarios avec des probabilités et le but, c'est d'anticiper comment un mouvement va se transmettre au secteur puis aux entreprises du portefeuille. Et pour moi, c'était également un mix parfait entre l'analyse et la prise de décision. Concrètement, on n'est pas seulement des personnes qui faisons des recommandations,
mais on analyse, puis on prend vraiment les décisions et on a vraiment, on peut voir directement l'impact de ce qu'on fait, de nos prises de décision, que ce soit positif ou négatif. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment particulièrement attiré dans ce métier. Ok, d'accord. Alors, juste pour revenir à votre, justement à votre métaphore des échecs, comment vous sélectionnez les actifs? C'est quoi votre stratégie finalement pour investir? Est-ce que vous êtes plutôt sur l'analyse fondamentale, on va dire, de l'entreprise, ou est-ce que vous avez plus une vision globale de l'économie? Alors oui, alors ça, c'est deux approches qui sont extrêmement importantes, hein, et qui sont absolument complémentaires. Donc, ce qu'on appelle l'approche top-down. Donc, en fait, on va définir un scénario macroéconomique. C'est ce qui permet de cadrer et de cibler nos expositions à différents secteurs, différentes technologies. Et donc, ça va nous permettre ensuite de cibler certains acteurs. Et donc là, c'est là où on passe à l'approche plutôt bottom-up, plutôt l'approche microéconomique, où on va aller sélectionner les entreprises les mieux positionnées au sein des secteurs qu'on a pu sélectionner. Et donc, ça dépend de la qualité du business model, de l'avantage compétitif, de la solidité du bilan et différents catalyseurs microéconomiques pour la société. En fait, l'idée, c'est d'éviter certains pièges qui sont d'investir dans une excellente entreprise qui est bien gérée dans un segment ou dans un secteur qui est structurellement compliqué, ou alors une entreprise qui est plutôt fragile, qui est portée uniquement par un cycle d'un secteur qui est porteur. Ok, alors juste pour définir un peu, pour voilà, les étudiants qui ne connaissent pas grand-chose à la finance, qu'est-ce que vous entendez par catalyseur économique? Vous avez cité ce Ouais. terme-là. Alors, les catalyseurs microéconomiques, ça peut être, donc, c'est quand on investit dans une société, généralement, on peut avoir des news qu'on va attendre. Par exemple, ça peut être une publication de résultats qui peut être positive. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un catalyseur. C'est un événement proche qui va permettre à la société de montrer des bons résultats ou de montrer des côtés positifs, et ce qui va permettre d'améliorer la performance du cours de bourse. Donc, ça peut être une news, par exemple, sur une biotech qui va annoncer des phases de phase 3, par exemple. Ça, c'est un catalyseur extrêmement positif pour le secteur des biotech. Ça peut être des publications de résultats, ça peut être des capital market dates, c'est-à-dire des journées où les entreprises présentent des visions à moyen terme. Et ça, pareil, ça peut mettre la lumière sur certaines entreprises ou sur certains segments qu'une entreprise veut développer. D'accord, ok. Bon, c'était juste pour ce petit Oui. terme-là. J'avais une petite question aussi. Alors, voilà, on le sait, on va dire, avec l'ère de la digitalisation, ces dernières années, ces dernières dizaines d'années même, tout est allé très vite au niveau de la technologie, les téléphones, les réseaux sociaux, Internet. Donc aujourd'hui, dans un contexte où tout le monde finalement a accès aux mêmes données en temps réel, avec un site internet par exemple financier, Capital IQ par exemple Mhm. sur internet, où est-ce que vous allez chercher l'information ou l'analyse que les autres ils n'ont pas encore? Alors oui, bah, on utilise des outils, hein, qui sont quand même très généralisés, très communs dans notre métier. Ça peut être Capital IQ, ça peut être Thomson Reuters il y a quelques années auparavant, et aujourd'hui c'est plutôt Bloomberg FactSet. Ça permet d'avoir de l'accès à des informations publiques dont tout le monde a accès, comme vous l'avez dit. Mais le vrai rôle du gérant et la vraie plus-value du gérant, en fait, et ce qui change vraiment la donne, c'est l'interprétation de ces informations. En fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est pas l'information pure, mais c'est comment on la hiérarchise et comment on l'interprète et comment on va transmettre cela en décision d'investissement et en prise de décision concrètement. Et c'est ça qu'on appelle la gestion de conviction. D'accord, ok. Donc oui, vous êtes plus sur l'orientation de l'information plutôt que sur l'information elle-même. Voilà, Ok, ça c'est comme marche. ça qu'on fait la différence. Ok. J'avais une petite question. Alors là, on a parlé du côté analyse technique, fondamentale en tout cas, de macroéconomie, de microéconomie. Est-ce que vous avez, donc au-delà de l'analyse pure, est-ce que vous avez il y a une dimension humaine dans votre métier? Est-ce que vous avez des relations avec vos clients? Et si oui, comment vous gérez, euh, je dirais, l'irrationalité de vos clients lors d'une correction brutale des marchés? Je pense notamment dernièrement Covid, crise sanitaire qui a affecté les marchés des fois négativement, des fois positivement. Enfin, voilà, il y a beaucoup de crises. Comment vous gérez l'irrationalité de vos clients dans ces moments-là?
Alors, on a différents types de clients. C'est pas toujours des clients particuliers qui sont le plus exposés potentiellement à de l'irrationalité. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question, pour être honnête. Après, bon, certains clients, on peut avoir certains clients mécontents. Après, c'est pas vraiment mon métier, c'est plutôt la partie commerciale et les commerciaux qui font ça, mais quand on fait face à certains clients, l'objectif, c'est d'être pédagogue, d'expliquer ce qui s'est passé dans le portefeuille avec des éléments concrets, de pouvoir rassurer aussi le client quand, par exemple, il y a des corrections de marché qui sont décorrélées des fondamentaux d'une entreprise. Ça peut arriver, hein, le marché qui s'inquiète et qui vend ce qu'on appelle un sell-off, hein, qui vend tout Ouais. sans vraiment réfléchir. Donc ça, c'est des choses dont on peut être mené de faire. Ok. Alors, donc vous nous avez dit, vous vous êtes présenté, vous nous avez dit que ça fait depuis 2021 que vous exercez en tant que portfolio. Non, avant c'était donc en analyste, Ouais, portfolio manager. puis gérant quelques années après. Donc voilà, vous prenez des décisions de manière quotidienne, constante, vous en prenez Ouais. tout le temps. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une erreur d'analyse passée et de la leçon précise que vous en avez tirée pour vos investissements actuels et futurs? Oui, alors ça me fait penser à une société danoise qui est leader historique du diabète et qui a lancé un nouveau produit extrêmement innovant contre l'obésité. D'accord? Et en fait, mon erreur n'était pas de pas avoir compris le potentiel du thème parce qu'il était réel. C'était clairement un produit qui avait beaucoup d'avenir et c'était les premiers à avoir lancé ce produit sur ce marché, ce médicament sur ce marché. Et donc, ils avaient une position assez monopolistique. Et mon erreur, ce n'était de ne pas avoir plus précisément étudié la concurrence parce qu'il y a un concurrent américain qui est rentré sur le marché avec une proposition qui est pu être perçue comme meilleure sur certains critères, avec des aides aussi plutôt locales de son pays. Donc c'est vraiment voilà, c'était une erreur que j'ai faite et j'ai pas peut-être pas su réagir assez vite. Donc c'est vrai que c'est important dans notre métier d'agir vite quand il y a des menaces qui sont justifiées. Et voilà, moi j'ai peut-être un peu sous-estimé cette menace et donc aujourd'hui j'essaie systématiquement de comment dire, d'être plus discipliné sur l'analyse concurrentielle, surtout dans les marchés qui bougent vite où il peut y avoir beaucoup d'innovation. D'accord. Donc ça, même dans un métier, dans un domaine niche, on va dire, vous sous-estimez pas la concurrence et vous dites peut-être C'est que. ça. Ok, ok, ok. Bon, alors, on a vaguement parlé du progrès technique, on va dire, de l'avancée technologique. Là, très récemment, 2019 ou 2020, si je ne m'abuse, c'était l'IA, l'essor de l'IA. Euh, Maintenant, donc avec l'amélioration de l'IA, si celui-ci devient, je ne sais pas moi, demain, admettons, capable de construire un portefeuille théoriquement parfait, quelle restera la part humaine irremplaçable dans votre quotidien? Alors oui, j'aime bien rappeler, cette question revient assez souvent dans nos métiers, mais j'aime bien rappeler qu'en fait, on n'investit pas seulement sur des chiffres. Une entreprise, ce n'est pas uniquement un compte de résultat, un bilan sur Bloomberg, et ce n'est pas seulement de l'analyse financière, c'est aussi un management, c'est derrière des personnes qui travaillent, c'est un produit, un service, des usines. C'est pour ça que nous, on aime beaucoup aller sur le terrain, aller rencontrer les managements sur place, voir vraiment ce qui se passe derrière, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la part humaine qui est extrêmement importante au sein d'une entreprise. Donc ça déjà c'est un point qui est extrêmement important et qui est à mon avis remplaçable euh, par une IA, qui n'est pas remplaçable par une IA. La deuxième grosse partie de ma réponse, je dirais que c'est aussi que l'IA, elle aide beaucoup à analyser les informations, à faire de l'analyse purement financière ou fondamentale, mais elle ne peut pas se substituer totalement à la prise de décision, parce que si c'était le cas, on aurait tous une lecture uniforme du marché, on aurait tous la même interprétation des choses, et dans un marché qui est purement efficient,
ça ne marcherait pas parce que l'efficience de marché repose justement sur la diversité des interprétations. Et donc, ça serait impossible d'avoir un marché avec une unique interprétation des choses. Donc, voilà, c'est pour ça que, à mon avis, dans notre métier, on ne sera pas facilement remplaçable. Ok, donc vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'IA euh, peut se servir des différentes interprétations de l'information. On parlait de l'interprétation pardon, de l'information auparavant. Donc elle pourrait se servir des différentes interprétations d'informations qu'elle a dans sa base de données, mais elle pourrait pas en faire une nouvelle créée de toutes pièces. En fait, C'est bien ça. elle se sert des chiffres, elle peut se servir des chiffres de l'analyse fondamentale, elle peut donner elle peut synthétiser des cas d'investissement, elle peut synthétiser des données, elle peut mettre des alertes sur certaines choses, mais sur la vision future, sur l'aspect humain de notre société, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe dans le monde, de comprendre ce qu'il y a derrière une société, ce que veut le management, la vision du management, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est une vraie part humaine dans notre métier. Et voilà, et quoi qu'il arrive, c'est ce que je disais au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre métier, c'est d'interpréter des flux d'informations. Et si une IA, si tous les gérants utilisent une IA qui interprète de la même façon, le marché ne peut plus être efficient parce que tout le monde aurait la même interprétation des choses et il y aurait que des achats ou que des ventes. Et l'efficience de marché, c'est il y a des ventes d'un côté, des achats de l'autre, et c'est ce qui fait que le marché est efficient. Sinon, il n'y a plus de marché. Ok, C'était ce que je voulais dire. ok, ça marche. En ce qui concerne, voilà, donc cet épisode va être regardé par des jeunes diplômés, des jeunes étudiants, que ce soit à GEM ou dans d'autres écoles de commerce. Quelle serait la qualité principale, le soft skill, que vous recherchez chez ces jeunes diplômés pour intégrer donc Mandarin Gestion et plus spécifiquement ce métier? Alors, il y en a trois qui sont pour moi extrêmement importantes. Tout d'abord, bah, c'est d'être curieux, comme je le disais au début de notre échange. C'est que le monde évolue vite, que c'est toujours important d'être au cœur de ce qui se passe dans le monde. Donc, pour moi, être curieux, de toujours avoir envie d'apprendre et d'aller plus loin, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre métier. Donc, ça, c'est une des qualités prérequises. Le fait d'être humble aussi, de toujours savoir se remettre en question, de ne pas penser qu'on a toujours raison et que le marché a tort, parce que ça, c'est le meilleur moyen de s'embourber dans des erreurs. Et moi d'ailleurs, mon dirigeant le dit souvent, hein, ceux qui prennent la grosse tête, et ben, le marché finit toujours par les remettre à leur place. Donc voilà, ça c'est une qualité qui est extrêmement importante aussi. Et le fait d'être passionné, parce que c'est un métier qui est extrêmement prenant, hein. Quand on part en vacances, bah, le marché, lui, il n'est pas en vacances. Donc concrètement, c'est quelque chose c'est un métier de passion. On a du mal à décrocher. C'est parfois stressant, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ce métier. Ok, donc voilà, n'hésitez pas, retenez curieux, humble et passionné. Exactement. Euh, Selon vous, Théo, quel est le plus grand défi pour un gestionnaire d'actifs aujourd'hui? Est-ce que, voilà, on pourrait parler des taux d'intérêt, la géopolitique avec de nombreux conflits actuels. Quel est vraiment, selon vous, le plus grand défi à l'heure actuelle? Alors pour moi, dans tout ce qui est voilà macro, géopolitique, etc., ça c'est des défis qui sont de tout temps, hein. C'est pas moi, nouveau gérant, jeune gérant sur les marchés, qui vais dire que c'est un des plus grands défis de la gestion d'actifs aujourd'hui, hein, parce que c'est des choses qui datent depuis toujours. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le vrai défi, et ça c'est inédit, c'est de prouver la valeur ajoutée de la gestion active dans un environnement où la gestion passive prend de plus en plus d'importance. Concrètement, qu'est-ce que c'est que la gestion passive? C'est des trackers qui répliquent des ETF, c'est des ETF pardon, qui répliquent des indices, donc c'est des trackers qui répliquent des indices, comme le CAC 40, le Nasdaq, le S&P 500 par exemple. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des indices qui sont de plus en plus concentrés sur certaines valeurs. Et donc, on a des gros poids, parfois supérieurs à 40% d'indices qui sont concentrés sur uniquement 7-8 valeurs. Et ces 7-8 valeurs tirent la performance à la hausse de ces indices. Donc, concrètement, en tant que géant actif, le fait de se diversifier, d'avoir un portefeuille diversifié, parfois peut
pénaliser la performance en relatif par rapport aux benchmarks et aux indices de référence à cause de ça. Mais moi, je le vois plutôt aujourd'hui comme une opportunité parce qu'on atteint des niveaux de concentration qui sont assez inédits. Et aujourd'hui, je pense que si on a un retournement un peu de cycle ou de performance de ces grandes valeurs, on va pouvoir retrouver une gestion active qui va pouvoir surperformer beaucoup plus facilement qu'auparavant ces indices de référence. D'accord, donc vous vous servez justement de cette gestion active comme fer de lance pour justement vous démarquer des concurrents, c'est ça? C'est-à-dire des concurrents. En fait, oui, euh, quand vous dites concurrence, vous parlez de la gestion passive, c'est ça? Moi, je faisais plus référence. Oui, c'est ça, la gestion passive, exactement. C'est-à-dire Oui, que d'accord, vous, oui. vous prenez Ouais, un peu la gestion active en donnant, disons, comment je pourrais dire, une spécificité, une personnalisation, voilà, à chaque voilà, c'est investissement ça. au détriment du coup de la gestion passive. Voilà, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on a une opportunité de pouvoir se démarquer de ces indices qui sont de plus en plus concentrés sur quelques valeurs. Voilà. Donc ça, c'est en termes de diversification, de contrôle, maîtrise des risques, je pense que c'est quelque chose où vraiment on se démarque et qui pourrait nous bénéficier dans les prochaines années. Ok. Alors là, on a vaguement évoqué Mandarine Gestion. Comment s'exerce concrètement la liberté de conviction du gérant par rapport aux contraintes de marché chez Mandarine Gestion? Alors oui, chez Mandarin Gestion, on a quand même une liberté de conviction en tant que gérant, ça c'est réel, mais elle s'exerce dans un cadre qui est bien défini. Le gérant, il peut exprimer ses vues, il peut construire des pondérations qui sont plus importantes que celles des indices de référence, il peut avoir des sociétés dans le portefeuille qui ne sont pas dans son indice de référence s'il a des convictions fortes sur ces sociétés. Cependant, cette liberté, elle doit rester encadrée par le mandat du fonds, le processus d'investissement des fonds et parfois même des contraintes extra-financières. Donc, je pense aujourd'hui que l'enjeu, c'est vraiment de concilier la conviction et la discipline. Et c'est ce qui fait, selon moi, la qualité d'une maison de gestion. Cet épisode touche déjà à sa fin. Nous remercions encore une fois la société Mandarine Gestion et son entreprise mère LFPI, ainsi que Théo Colombani pour avoir participé à cet échange pertinent. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.